La marge de progression est énorme. Donc on voit bien qu'il y a besoin d'installer encore plus de panneaux. On aurait tendance de les installer dans des surfaces qui sont déjà adaptées par l'homme. Et donc le champ agricole, les réservoirs, les toitures, les toits des entrepôts, des supermarchés. Donc il y a plein de déclinaisons possibles et on essaye d'explorer les vertus et les capacités sur ce type de surface. Je m'appelle Jordi Badosa, je suis ingénieur de recherche à l'École Polytechnique et je suis directeur technique du Centre interdisciplinaire Energy for Climate. Mon objectif de recherche, c'est de déployer massivement l'énergie solaire à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'un quartier et trouver des solutions pour mieux consommer et mieux produire notre énergie. Nous sommes à l'Observatoire atmosphérique CERTA. CERTA, c'est site instrumental de recherche par télédétection atmosphérique. Donc c'est un observatoire du climat, de la qualité de l'air, de la météorologie urbaine en région parisienne, mais aussi sur les énergies renouvelables. Ici, on teste aussi l'autoproduction, l'autoconsommation solaire, le stockage de l'énergie et mieux consommer cette énergie. Donc on a des instruments sur le toit qui mesure combien d'énergie vient du soleil, du ciel, et donc on connaît combien d'énergie on a disponible, et on va jusqu'à la production solaire. Donc on a des panneaux solaires photovoltaïques qui sont en test à l'extérieur pour comprendre quels sont les phénomènes, les facteurs qui affectent s'ils vont produire plus ou moins, parce qu'on sait qu'il y a des conditions qui sont plus favorables à d'autres pour la production photovoltaïque. Pour le déploiement massif de l'énergie solaire photovoltaïque, il y a plusieurs obstacles. Un des majeurs, c'est l'intermittence. Donc, pour déployer massivement ça, il faut qu'à côté, il y ait d'autres moyens qui puissent compenser et faire ce qu'on appelle le mix énergétique qui puisse assurer la production et la consommation à tout moment. Donc, le stockage peut être une des solutions et massivement, on en a besoin. On parle beaucoup de l'hydrogène. L'hydrogène, c'est une solution dont on y croit du fait qu'on peut le produire de façon verte, qui peut se stocker, qui peut se transporter et donc qui pourrait combler les moments où il n'y a pas d'énergie solaire. Même en termes saisonniers, parce que vous savez, on a une différence énorme, en tout cas dans notre latitude, entre l'été et l'hiver. On produit 5 ou 6 fois plus d'énergie en été qu'en hiver. Donc il faut combler ce trou-là en hiver, surtout qu'on consomme beaucoup plus en hiver qu'en été. Au niveau européen, la France est en troisième en termes de capacité photovoltaïque installée, après l'Allemagne et l'Italie. Mais l'installation est en train de croître beaucoup. On est à 16 gigawatts de puissance installée, mais ça pèse que 3%, ou même un peu moins de 3% de l'énergie électrique consommée en France vient du photovoltaïque. Donc c'est encore une proportion petite. Donc la marge de progression est énorme. Donc on voit bien qu'il y a besoin d'installer encore plus de panneaux. On aurait tendance de les installer dans des surfaces qui sont déjà adaptées par l'homme. Et donc le champ agricole, les réservoirs, les toitures, les toits des entrepôts, des supermarchés. Donc les surfaces qui sont déjà disponibles, même sur les routes, il y a plein de déclinaisons possibles et on essaye d'explorer les vertus et les capacités sur ce type de surface plutôt que de dénaturaliser de nouvelles surfaces alors qu'on a déjà dénaturalisé beaucoup. L'agrivoltaïsme, c'est le fait de combiner une production solaire, photovoltaïque, des panneaux solaires, avec une culture agricole en dessous. Donc les deux ensemble. Et les deux ensemble peuvent apporter des bonnes synergies, c'est concurrentiel. Les panneaux vont avoir besoin de la lumière, les cultures aussi. On va donner toujours l'avantage de favoriser les cultures, donc la lumière arrive aux cultures. En effet, le choix des cultures est essentiel. Il y a des cultures qui ont besoin de plus de lumière que d'autres. Nous, ce qu'on va tester d'abord, c'est des cultures qui ont moins de besoin de lumière, donc type la salade, la laitue, pour tester le sol déjà. Et après, on va tester des cultures de plus en plus qui ont besoin de soleil, pour lequel donc on va devoir faire des choix sur comment les panneaux on les oriente. Parce que nos panneaux-là,
peut bouger au cours de la journée, il peut s'orienter vers l'est ou vers l'ouest. Donc, il peut laisser passer la lumière ou bien, au contraire, il peut faire de l'ombrage. Et donc, des cultures qu'on va mettre qui vont avoir besoin de lumière, surtout à certains moments de l'année, on va les surveiller pour qu'au bon moment, on oriente les panneaux pour laisser passer la lumière au bénéfice des cultures, ou le contraire, pour faire de l'ombre aussi, pour empêcher, s'il y a une période de sécheresse, pour empêcher trop d'évaporation du sol. Ça peut être intéressant de mettre des panneaux sur l'eau. Côté thermique, quand on produit de l'électricité avec des panneaux solaires, plus ils sont chauds, moins ils produisent. Et donc l'eau apporte un effet de rafraîchissement, ce qui est intéressant pour ces productions-là. Les panneaux solaires flottants, ils existent déjà, plutôt sur des eaux calmes. Donc on ne les a pas vus encore sur les océans, sur la mer ouverte, pour des questions de limitation structurelle et de corrosion aussi. Donc plutôt sur des lacs, des réservoirs. On en voit. En France, il y a un endroit, par exemple, un des plus gros aussi en Europe, que c'est Piolenc. C'est un lac où on a installé des milliers de panneaux. Et ça a montré un très bon rendement, les quelques années de production. Il y a l'aspect réglementaire. Donc, si on veut déployer massivement l'énergie photovoltaïque en France, peut-être qu'il faudra adapter certaines règles, rassurer aussi des acteurs comme les agriculteurs par exemple, si on parle d'agrivoltaïsme, mais aussi maîtriser bien les impacts environnementaux. Donc on parlait aussi d'installer des panneaux solaires sur le lac et l'impact qu'il peut avoir sur la biodiversité. On parle aussi d'installer des photovoltaïques sur les routes. Tout ça doit être cadré et la réglementation, c'est un des besoins ultimes pour que ça puisse faire. Après, il y a toute l'industrie. Si cette industrie ne pousse pas, s'il n'y a pas une industrie forte qui est capable de produire tous ces panneaux-là, de les déployer et les connecter au réseau, c'est sûr que ce ne sera pas possible. Donc, c'est l'industrie photovoltaïque et il faut que ça se développe, ça continue à se développer. Si on parle de déployer massivement des panneaux solaires photovoltaïques, ça implique avoir de la matière pour fabriquer ces panneaux-là. Aujourd'hui, on utilise beaucoup moins de matière qu'on utilisait il y a 10 ans, donc on a amélioré beaucoup le processus. Donc ça apportait déjà des solutions pour utiliser moins de silicium, moins de matière. Le silicium, c'est le matériau principal des cellules photovoltaïques. C'est très abondant. La croûte terrestre est pleine de silicium, c'est le sable. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Mais il y a d'autres matériaux. Il y a l'aluminium qu'on utilise pour certains cadres de panneaux. Il y a du verre. On va devoir améliorer et peut-être en utiliser moins ou trouver des remplaçants. Et donc ça, c'est un axe de recherche aussi assez fort. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que maintenant, on a progressé beaucoup aussi sur la recyclabilité des panneaux. 90% d'un panneau solaire est recyclable. Le cadre, le verre, les cellules, les connexions, on peut les réutiliser. Donc de ce point de vue-là, tous les panneaux sont prêts à être recyclés et il y a des usines aussi en France qui sont prêts à le faire de manière massive le moment venu. Un panneau, maintenant, ça dure jusqu'à 30 ans. Donc on a encore quelques années pour découvrir le recyclage massif, mais ça va être un des aspects clés, le fait de pouvoir recycler les matériaux des panneaux solaires.